Je suis maintenant parvenu au point où je peux indiquer brièvement ce qui, selon moi, constitue l'essence de la crise de notre époque. Il s'agit du rapport entre l'individu et la société. L'individu est devenu plus conscient que jamais de sa dépendance vis-à-vis de la société. Cependant, il ne vit pas cette dépendance comme un atout, comme un lien organique, comme une force protectrice, mais plutôt comme une menace pour ses droits naturels, et même pour son existence économique. En outre, sa position dans la société est telle que les tendances égotiques de son être sont constamment stimulées, alors que ces tendances sociales, qui sont par nature plus faibles, se détériorent progressivement. Tous les êtres humains, quelle que soit leur position sociale, souffrent de ce processus de dégradation. Prisonniers sans le savoir de leur propre égotisme, ils se sentent en danger, isolés et empêchés de jouir de la vie simplement, innocemment et sans sophistication. L'homme ne peut trouver de sens à la vie, qui est brève et périlleuse, qu'en se dévouant à la société. L'anarchie économique de la société capitaliste, telle qu'elle existe aujourd'hui, est, à mon avis, la véritable source du mal. Nous avons devant nous une immense communauté de producteurs dont les membres cherchent sans cesse à se priver mutuellement du fruit de leur travail collectif. Non par la force, mais dans l'ensemble en parfaite conformité avec les règles légalement établies. Dans cette perspective, il est important de réaliser que les moyens de production, c'est-à-dire toute la capacité productive requise pour produire à la fois les biens de consommation et les biens d'équipement supplémentaires, peuvent être légalement, et le sont en grande partie, la propriété privée de certains individus. Pour faire simple, dans la discussion qui suit, je nommerai travailleurs tous ceux qui ne sont pas propriétaires des moyens de production, bien que cela ne corresponde pas tout à fait à l'emploi ordinaire du terme. Le propriétaire des moyens de production est en mesure d'acheter la force de travail du travailleur. En se servant de ces moyens de production, le travailleur produit de nouveaux biens qui deviennent la propriété du capitaliste. Le point essentiel dans ce processus est le rapport entre ce que le travailleur produit et ce qu'il est payé, tous deux mesurés en termes de valeur réelle. Dans la mesure où le contrat de travail est libre, ce que le travailleur reçoit est déterminé non par la valeur réelle des biens qu'il produit, mais par ses besoins minimums, et par le rapport entre la demande du capitaliste en force de travail et le nombre de travailleurs disponibles sur le marché. Il est important de comprendre que même dans la théorie, la paye du travailleur n'est pas déterminée par la valeur de ce qu'il produit. Le capital privé tend à se concentrer en peu de mains, en partie à cause de la concurrence entre capitalistes, en partie parce que le développement technologique et la division croissante du travail encouragent la formation d'unités de production plus larges au détriment des plus petites. Le résultat de ces évolutions est une oligarchie de capitalistes dont le formidable pouvoir ne peut être contrôlé, pas même par une société dont le système politique est démocratique. Cela est d'autant plus vrai que les membres du corps législatif sont choisis par des partis politiques, soit largement financés, soit influencés par les capitalistes qui, en pratique, éloignent les électeurs du corps législatif. Par conséquent, les représentants du peuple ne défendent pas suffisamment les intérêts des moins favorisés. Plus encore, dans de telles conditions, il est inévitable que les capitalistes contrôlent directement ou indirectement les principales sources d'information, presse, radio, éducation. Il est dès lors extrêmement difficile, et dans la plupart des cas absolument impossible pour le citoyen, de parvenir à des conclusions objectives et de faire un usage intelligent de ses droits politiques. La situation qui prévaut dans une économie fondée sur la propriété privée du capital est ainsi caractérisée par deux principes essentiels. Premièrement, les moyens de production, le capital, sont des propriétés privées, et les propriétaires en disposent comme bon leur semble. Deuxièmement, le contrat de travail est libre. Bien sûr, il n'y a pas de société purement capitaliste en ce sens. En particulier, il faut noter que les travailleurs, par des luttes politiques longues et acharnées, ont réussi à garantir une forme quelque peu améliorée de contrat de travail libre pour certaines catégories de travailleurs. Mais dans l'ensemble, l'économie actuelle n'est pas très éloignée d'un capitalisme pur. La production vise le profit, non l'utilité. Rien ne garantit que les gens pouvant et voulant travailler trouveront toujours un emploi. Il existe presque toujours une armée de chômeurs. Le travailleur vit constamment dans la crainte de perdre son emploi.
Comme les chômeurs et les travailleurs les plus mal payés ne constituent pas un marché rentable, la production des biens de consommation est réduite, et il en résulte de grandes difficultés. Il est fréquent que le progrès technologique engendre plus de chômage qu'un allègement global de la charge de travail. La soif du profit, jointe à la concurrence entre capitalistes, est responsable d'une instabilité dans l'accumulation et dans l'utilisation du capital, qui conduit à des dépressions de plus en plus graves. La concurrence sans limite engendre un gaspillage de travail considérable et cette paralysie de la conscience sociale des individus que j'ai mentionné plus haut. Je considère cette apathie des gens comme le pire mal du capitalisme. Tout notre système éducatif souffre de ce mal. Une attitude de compétition exagérée est inculquée à l'étudiant, qui, en guise de préparation à sa carrière future, est formé dans le culte du succès par le gain. Je suis convaincu qu'il n'y a qu'une seule façon d'éliminer ces terribles maux, à savoir par la mise en place d'une économie socialiste, accompagnée d'un système éducatif orienté vers des objectifs sociaux. Dans une telle économie, les moyens de production sont possédés par la société elle-même et sont employés de façon planifiée. Une économie planifiée, qui ajuste la production aux besoins de la communauté, distribuerait le travail à faire entre ceux qui sont en mesure de travailler et garantirait des moyens d'existence à chaque homme, femme et enfant. L'éducation d'un individu, en plus de stimuler ses propres facultés innées, s'efforcerait de développer en lui un sens de la responsabilité à l'égard de ses semblables, au lieu de glorifier, comme dans la société actuelle, le pouvoir et le succès. Cependant, il est nécessaire de se rappeler qu'une économie planifiée n'est pas encore le socialisme. Une économie planifiée peut en tant que telle s'accompagner d'un asservissement total de l'individu. La réalisation du socialisme exige de résoudre plusieurs problèmes sociopolitiques extrêmement difficiles. Comment est-il possible, dans la perspective d'une centralisation de grande ampleur du pouvoir politique et économique, d'empêcher la bureaucratie de devenir toute puissante et arrogante ? Comment peut-on protéger les droits individuels et comment assurer un contrepoids démocratique au pouvoir bureaucratique ? Clarifier les buts et les problèmes du socialisme est de la plus grande importance dans notre époque de transition. Dans la mesure où, dans les circonstances actuelles, discuter librement et sans entrave de ces problèmes est frappé d'un puissant tabou, je considère que la fondation de cette revue est un important service rendu au public.